Mel Gaïda, je suis expert comptable. Alors je vous remercie, c'est vraiment un débat qui est passionnant. Qui est passionnant à double titre parce que quelque part, on est entouré d'une certaine élite. Quelle élite me tient à cœur. Parce que qu'est-ce que l'élite nous manque aujourd'hui? Je vais commencer mon débat par Surah Qur'aniyya. Iqra. Tout le monde ne sait pas traduire Iqra, que ça veut dire. Ça veut dire décrypte. En fait, nous passons notre vie à décrypter le monde. Ce que a dit Mourad est très important, et tous les protagonistes. Aujourd'hui, notre monde se caractérise par deux choses essentielles. La rapidité et l'hypercomplexité. Donc, ce que je demanderais à un homme politique, à une élite, c'est d'avoir cette capacité de décrypter, de simplifier, d'orienter, de susciter l'adhésion et, in fine, pour conclure, influencer vers le bien. Et ça, c'est le dernier terme qui m'intéresse. Pourquoi il y a une césure entre le peuple et son élite ou son homme politique? Parce que l'homme politique, on sent qu'il ne nous suscite pas et il n'influence pas vers le bien, mais il influence vers son intérêt personnel, les conflits d'intérêts. Je reviens à Sirafa, et là, il faut sortir, nous, élites, de notre microcosme tunisien. On est très minuscule, mais à la fois tellement important pour le monde. La Tunisie, je parle bien sûr, historiquement, socialement, etc. Ce qui est très important, c'est que arrêtons de regarder notre nombril. Le monde est beaucoup plus important que la petite Tunisie. Mais malgré tout, le monde s'intéresse à la petite Tunisie. Donc, c'est très important. Et je ne peux avancer que si déjà, il faut comprendre les plaques tectoniques géopolitiques. C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Le Ka'ka, je rappelle, déjà en 1884, où ils ont divisé l'Afrique entre eux. Les accords de Berlin. Le Moyen-Orient, avec les lois de Sykes-Picot. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est Yalta. Ukraine, etc. Donc nous sommes le produit de Yalta. Donc il faut comprendre, vous êtes à la position de la Tunisie par rapport à Yalta. Je rappelle que la Tunisie, c'est le détroit de Sicile. Et tout détroit est un détroit géostratégique. Le détroit de Sicile, il divise la mer Méditerranée, donc la civilisation de Arnana le verrou. Est-ce que nous sommes capables de valoriser ça commercialement, politiquement, stratégiquement? Absolument pas. 40% du trafic commercial maritime passe par là. Absolument. Mondial. Et aérien, en fait. Turquie nous a pris le lead du hub aérien, l'aéroport, qui devait être un hub international de transit. Parce que Arna, nous avons 4,5 millions de trafic aérien touristique, alors qu'on peut se transformer en 15 millions de trafic de transport de transit. Tout ça pour dire que, également, nous ne sommes pas seuls, on s'intéresse à nous, et là je vais essayer là, face à ton autorité, Brzezinski. Ce qu'a vécu la Tunisie, c'est également un jeu politique sale. Nous avons utilisé la Tunisie à des fins géostratégiques, dans un enjeu qui existait bien avant la révolution tunisienne. Brzezinski sait faire la guerre par procuration. Nous utilisons des jeunes non américains pour servir des sujets, des intérêts américains. C'est pour ça qu'on a eu 4 000 à 5 000 Tunisiens qui sont partis tuer des Syriens. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais juste finaliser la problématique aujourd'hui. Il faudrait qu'on arrive à redéfinir du contenu dans l'enseignement de la politique. La politique doit être capable d'enseigner des choses qui soient capables de comprendre la révolution que nous vivons. La révolution digitale qui est en train de changer l'humain et surtout la révolution médiatique de la manipulation. Aujourd'hui, ce que nous devons savoir, c'est est-ce que nous sommes immunisés contre la manipulation? Vous pouvez faire, vous pouvez faire toutes les constitutions et les textes de loi et toutes les lois électorales que vous voulez, mais sachez-le, que si vous avez des réseaux sociaux qui sont capables de cibler des populations entières et d'orienter l'opinion publique, eh bien, toutes vos lois électorales ne servent à rien. Donc il y a une manipulation médiatique très forte, et quand je dis c'est les médias roulent pour des gens.
Les réseaux sociaux roulent pour des gens. Les sondages peuvent rouler pour des gens. Donc, il faut savoir également donc, comment décrypter ça et ne pas se laisser influencer. Et enfin, pour conclure, je dirais que Ibn Khaldoun, je conclue par ça, la politique, c'est étudier le passé pour imaginer l'avenir, pour faire un avenir souhaité et non un avenir subi. En fait, ce qu'il nous demandait Ibn Khaldoun, qui est tunisien, c'est de lire le passé pour en tirer des leçons. Est-ce qu'on a tiré les leçons? Et parmi les leçons qui sont importantes, je crois qu'il y a 4 générations. On a eu une génération qui a construit, une génération qui consolide, une génération qui profite et une génération qui détruit. C'est le cycle des civilisations. Et je finis, connaissons-nous notre propre civilisation et je vous remercie. Merci. Juste une deuxième intervention. Et répondre, on va prendre trois petites questions, comme ça on répondra au fur et à mesure au groupe. Donc, je vous demande de vous présenter tout d'abord, ensuite de soulever votre question. Merci bien. Je voudrais tout d'abord remercier vivement Cédric de m'avoir invité à ce débat fort intéressant. Si vous permettez, je voudrais rebondir sur certains points évoqués par les orateurs. Je commencerai par un premier point qui a été souligné par ces secteurs. Évaluer l'impact des textes juridiques et leur incidence sur le paysage politique. Je crois que c'est un point extrêmement important. À ce point-là, j'ajouterai un autre point. L'analyse prospective. Un bon cadre politique, un bon acteur politique, c'est celui qui sait anticiper, avoir une vision prospective. Je crois que le problème de la Tunisie, c'est que malheureusement, nous naviguons à vue. Une crise engendre une nouvelle crise. Donc nous vivons une série de crises. Donc c'est une dimension extrêmement importante, à mon avis, dans le cursus universitaire. Donc intégrer l'analyse prospective et intégrer l'analyse prospective. Le deuxième point qui a été évoqué par CRF, c'est, à mon avis, il faut, dans l'enseignement des sciences politiques, favoriser davantage l'enseignement pluridisciplinaire. Et j'insisterai sur les humanités. Histoire, philosophie, langue, etc. Malheureusement, mais il faut le dire, nous avons parfois des hommes politiques incultes. Rafa a évoqué un exemple, oui. Je crois qu'il y a lieu d'insister davantage sur les humanités, outre donc la formation conventionnelle, traditionnelle, donc les relations internationales, les organisations internationales, etc. Donc il s'agit, à mon avis, de changer de paradigme hérité des générations précédentes, car la mondialisation a tout balayé sur son chemin. Il s'agit, à mon avis, d'avoir des repères et des fondamentaux par rapport à ce qu'on est, notre identité, notre culture, notre patrie, etc. Le troisième, moi je pense, donc, lorsque Cédric m'a invité, j'ai commencé à cogiter. Pourquoi ne pas utiliser le terme ingénierie politique? J'ai trouvé que cette exception existe. Ce concept existe. Donc à mon avis, il s'agit de former des ingénieurs politiques. Qu'est-ce qu'un ingénieur politique? Et là je lis. C'est la personne que ses connaissances sont aptes à concevoir, mettre en œuvre, analyser, évaluer les instruments d'expertise, d'évaluation et d'ingénierie de l'action politique. Donc l'ingénierie politique devient l'activité qui consiste en la conception, la mise en œuvre, l'évaluation et la gestion des institutions, des politiques étatiques et de leurs colonnes. Il s'agit de tout ce qui concerne la paix, la diplomatie préventive, les bons offices, le dialogue politique, la démocratie et la gouvernance. Elle s'intéresse de ce fait à la bonne gestion des affaires publiques qui intègre de nouveaux acteurs, notamment la société civile, les médias, le secteur privé et les institutions traditionnelles. Donc, ce dont nous avons besoin, je pense, c'est de pouvoir former de véritables ingénieurs politiques. C'est ce qui manque à la Tunisie. Et le quatrième et dernier point,
à mon avis, il faudrait peut-être enseigner ce que j'appellerais les techniques de la politique. Comment construire un discours politique, un programme électoral, comment mener une véritable campagne électorale, comment gérer un parti politique, le management d'un parti, comment utiliser, donc utiliser les médias et notamment les réseaux sociaux, qui est un champ de manipulation pour une véritable promotion des programmes politiques. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vais juste prier l'honorable présence d'essayer d'écourter les questions ou les interventions pour pouvoir donner la possibilité d'intervenir un peu à tout le monde. Et il y a déjà, le micro est déjà dans la main de Mouaz Zaati, ancien universitaire et chroniqueur. Voilà, à vous la parole. Merci beaucoup. Yarti comme ça pour toutes les interventions, mais c'est plutôt Mouaz Zaati, universitaire, maître assistant en technologie de l'information et de la communication qui va parler. Surtout, Sirafa, il a parlé des sciences politiques, surtout qu'on est en train d'enseigner d'une manière un peu archaïque. Nos références, malheureusement, sont surtout les textes juridiques. Des textes juridiques même qui sont écrits avec des références historiques. Donc pour nous, toujours les références, c'est Charles de Gaulle, c'est l'histoire, c'est des choses qui sont déjà très dépassées. Et on ne fait pas d'études d'impact. Malheureusement, la théorie de changement n'est pas étudiée et on le voit chaque année, malheureusement, par exemple, les lois de finances internes. Donc à chaque fois, on fait une loi de finances sans aucune étude d'impact. On dit au décembre, que la loi de finances elle a été dépassée. Il y a d'autres indicateurs qui n'ont pas été pris en considération et là qu'il faut rectifier. Malheureusement, si on continue à enseigner donc, tout ce qui est sciences politiques de cette manière-là, on voit malheureusement le résultat, il est là. Donc surtout, je suis tout à fait d'accord qu'on parle d'ingénierie politique, qu'on est dans l'ère des big data et malheureusement en Tunisie, on n'est pas en phase d'essayer d'utiliser de l'intelligence artificielle. Peut-être Khaled il va parler de l'intelligence artificielle pour aider les décideurs à prendre des décisions, mais nous on est à la phase 0 aujourd'hui. On n'a même pas nos données qui sont numérisées. Et par exemple la crise Covid, le ministère des Affaires sociales, qu'on a une population qui est vulnérable et cette population هذيك معناتها قمنا نعملوا في des études statistiques جدد خاطر normalement عندك une base de données un accès تعرف التوانسه نتاعك الكل شكون حاجته بune aide في الكريس كوفيد شكون dans les entreprises etc. Peut-être le ministre de l'économie ou le ministre des finances ينجم ينسى un produit peut-être bon اللي يجوا على حاجه référence كيما باغيت ولا حاجه هكا mais normalement يكون عنده un tableau de bord قدامه عنده كل شيء ينجم يلقاه بسهوله وينجم يكون عنده accès pour prendre ses décisions. Malheureusement aujourd'hui مازلنا بعاد عن numérisation. حتى quand on parle de numérisation مازلنا نحكيو في مضمون رقمي وخدمات بازيك اداريه نحبوا نعطيوها للمواطن. ما احناش نحكيو على لا بيج داتا، ما احناش نحكيو على بلوك تشين، ما احناش نحكيو على l'intelligence artificielle والحاجات هذوما qui aident vraiment les politiciens à prendre des décisions. Je vous félicite pour l'idée donc de faire ce mixage les sciences po et l'ingénierie data science intelligence artificielle. Je pense que c'est très intéressant à le faire. العالم malheureusement تقدم برشا حتى دول تشبهنا في السنس هذا surtout pour prendre des décisions stratégiques mais احنا مازلنا بعد للاسف. Merci. Donc on va juste enchaîner avec la réponse des conférenciers pour prendre à notre lot de questions. Oui, c'était des interventions sans questions. Et donc ça nécessite probablement pas, c'était ça en fait, donc on va tout de suite à la suite, si vous permettez. Donc d'autres questions? Oui, Aslem Neskol. Je me présente
ancien banquier retraité et actuellement consultant formateur. Alors, une question qui sort un peu du cadre académique. Comment expliquez-vous le phénomène du populisme qui est très en vogue, non seulement dans notre pays, mais même en Europe? On voit un peu cette vague de populisme. La deuxième question, elle est plutôt à caractère académique. Quels sont, d'après vous, les prérequis pour qu'un homme politique réussisse? Et comment il doit s'adapter face à un nouvel environnement en perpétuelle mouvance? Je voudrais répondre là. Ça me gratte. On prend encore 2 questions, si Hassan, et on vous cède la réponse. Oui, Vous souhaitez... Non, mais alors on va pas torturer. ce serait de la torture. Désolé, je vais pas être lent. Mais je voudrais qu'on se concentre sur ce que je vais dire quand même, malgré tout. Donc, laisse la chouiche, madame. Ça n'a pas réagi un tour. Beaucoup d'autoritarisme. Oui, voilà. Il donne le plus. Oui. En fait, je vais être bref. Je vais بالضبط على كلامك. على الكا تونيزيان. بعد على العالم هذاك نخلي جماعة على الكا تونيزيان. بالنسبة للبوبوليزم على الكا تونيزيان. من أوائل التسعينات حتى لليوم نجم نقول أن الاقتصاد التونسي est en crise. رغم 5.5% نتاع 90 حتى 99 en moyenne de croissance, ça n'a pas permis de juguler la masse énorme de chômage. Et, il y a 3 indicateurs: chômage, taux de croissance et inflation. Le chômage était, jusqu'à l'an 2000, 2001, 2002, était à 13%. C'est beaucoup pour un pays émergent, c'est énorme. Nous sommes à 18%. Et c'est endémique. Et le chômage des cadres, enfin des diplômés du supérieur, est encore un indicateur très dur, solide, qui montre que notre économie n'a pas su s'arrimer à l'économie mondiale, à la globalisation. On n'a pas su dealer avec la globalisation. On a raté cette marche. On n'a pas su nous arrimer à ce train. Ensuite, l'inflation. L'inflation, ça fait 20 ans qu'elle est autour de 4, 5, 6%. C'est l'appauvrissement généralisé des gens. إذا أنت تملك 100 5% d'inflation ولا 95. إذا الدولار هبط العملة بتاعنا هبطت ب 50%. Donc en fait, on a une crise profonde dans l'économie interne. L'inflation, on est un indicateur. La croissance, elle est très bonne. احنا في 10 سنين، 12 سنة الأخرانيين عملنا 0,4% de croissance en moyenne، 0,4%. إذا نجمعوا على 20 سنة معناتها 22 سنة، c'est pas glorieux, c'est 1,8 ou 2%. معناتها pour un pays quand même qui devrait faire de 4, 5, 6, 10% de croissance s'il le faut. Donc لازمنا ندخلوها في مخنا انه لينا 30 سنه واحنا في ازمه اقتصاديه عميقه. هذه حاجه. ثم عندنا ازمه اخرى، ازمه تربويه ثقافيه خلقت ازمه هوياتيه. ايش معنى؟ من اول التسعينات avec la massification معناتها نعبيو لي فاك ونعبيو معناتها لونسينمون جينيرال ونعبيو لي زيكول ونعبيو الدنيا الكل بالتلامذه وأون بس تدريجيا مستوى التعليم معناتها هبطت. لا بروف وعندنا دي زيليمون تونجيبل كونتيفيابل بور سو فير. alors البيزا احنا الاخرانيين وخرجنا منه حشمنا معناتها سي اتحاد السالب خرجنا منه على خاطر ولينا ديما الاخرانيين سي با بون بور نوتر ايماج وتيم تو لي كونكور مونديو احنا من الاخرانيين. تلميذ تونسي مستواه 3-4 سنين اقل من مستواه عالمي. سي دير هذوما دي شيفر. التوانسه يعديو 8 سنين sur les bancs des écoles. أكاو au moyenne. C'est trop bas. ما تراوش معكم. أزمة اقتصادية عميقة. أزمة تربوية هي عميقة خاصة في الجودة. جبت أزمة ثقافية. كي أنا مثلا نتكلم ما يفهمونيش. كي نعمل une parabole معناتها allusion à quelque chose ما تتفهمش l'allusion. والثقافية اش تولي؟ الثقافية تولي نلوجوا على حوايج خفيفة تستهلك بسهولة
وبعد ضلية شكون كنتي عربي ميديتيرانيان افريقي وتدخلوا في مشكله هوياتيه اللي هي مربوطه بالثقافيه المعرفيه الزاد المعرفي اللي هو مربوط بالتربوي. دونك الازمه الاقتصاديه ازمه تربويه هذوما تزيد عليهم هذوما كلهم عملت ان بوبل اللي هو مش قاري مليح بوبل كامل. نجم نقول لك جو جينيراليز خاطر سي دي من اول التسعينات صافي دي جينيراسيون. ما نحبش نحكي على اصل المشكل نتاع المعلمين اللي هما ولاو اساتذه ماهمش عارفين علاش ولاو اساتذه وقراو في سيدي بوزيد وفي شباك مكسر وبرد ودنيا وطلعوا لهم 60% اخرين ليتيرير وماهمش عارفين علاش هما ليتيرير في العالم كله ليتيرير هما احسن حاجه. احنا في تونس هما الاخرين تاع القصر خاطر انا عشت هذه وما تجوش تقولوا لي العكس. ما تجوش تقولوا العكس. انا عشتها في حياتي هذه. انا ولدت خزنه دار 7 سنين في خزنه دار الاخرين تاع القسم عملوا لاتر وبعد ولاو بروفيسورات هما بيدو تاع بروفيسورات ايماجيني لو ريزيدو فينال. دونك عندك مجتمع كامل هكا ما تحسبش 12% عمره 60 سنه فما فوق ما عادش تحسب بالوزن الديموغرافي ما عادش تحسب. دونك عندك شعب مش مثقف جاهل شويه كمان مش فاهم الموضوع il n'est pas conscient des mutations mondiales اللي صاير في العالم يخليك انه وعنده دي ريفيرونس مش فاهمهم. تجيك وين البترول تجيك مش فاهم الموضوع يخسر تونس تعرف البترول الاخر واللي يجي يحكي له حكايه كي تجي في الاحساس نتاعو ما عادش عقلاني. الاحساس نتاعو ياكل وماكل باهي. اش صار بعد؟ صار قالوا مراد جاو لي ريزو سوسيو عطينا الكلمه للناس الكل. دونك بكري لو غران ماجستير مثلا سي عبد الحفيظ الهقام باش يتكلم عنده معرفه عنده زاد معرفي واللي قبلوا سي الباستي وناس مثقفين يتكلموا. تو الناس الكل تتكلم. كي الناس الكل تتكلم شو يولي لافورماسيون كي سيركول كلها مستواها متدني. لا ميديوكريتي لو مو ميديوكريتي فيا دو لاتان ميديوكر نيفيلمون بار لو با كبير معمم وتزيد عليه حاجه اخرى كي اللي هي دو على كريز ايكونوميك والتربيه والثقافه اللي هي الاحساس بال لي زينيغاليتي اللي هو حقيقه مش ادراك مش مدركات حقيقه لي زينيغاليتي كبرت في البلاد. شنو خلقوا هذه الزينيغاليتي هذوما؟ خلقوا الكراهيه. انت لابس كرافات مغيفه حاجه ملحيتك انت دخلتنا في عيد انت الخايب انت كورompu انت الفاسد انت اللي عملت عندك سياره باهيه وفخمه انت الفاسد انت خذيتها لك السياره دي خذيتها من رزقك. وندخلوا في الجو هذاك على خاطر ديما الاحساس بالزينيكاليتي وقت يتعلموا عند الشعب وما تفسروش من جهه ودوله ماهيش قايمه بواجبها من ناحيه الريدكسيون دي زينيكاليتي هذاك اللي يصير. دونك على فان سا دون لي ريزو سوسيو عملوا كي الكاتاليزور معناتها كيما في ان انزيم حاجه كي اللي تغذي الكراهيه هذه وتغذي فكره انه اللي يجيهم قادم وجيعان وعنده فيسبوك وهو في جلمه فكل كبلوزه كوير كي حسن الزرقوني كما قال ماهر عيده مانيبيولاسيون تاع سونداج وتدخل في مخ مانيبيولاسيون سونداج. احنا نقوموا نحن صباح لا انت برشا ناس يقولوا معناتها نقوموا صباح احنا مانيبيوليو العباد احنا شمنا فيكم جمله معناتها كراف معناتها si vous permettez le terme. Donc voilà pour vous dire que les conditions sont prêtes et ça, ce que je viens de dire c'est vrai en Italie, au Brésil, partout dans le monde. En France. Voilà, merci. Quand je développe plus, non, c'est pas ça. Merci, on passe la parole à M. Chishti, ensuite Sikhane. Merci beaucoup. Je veux rester dans le thème de cette rencontre. Quelles compétences nouvelles pour les sciences politiques? Et je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue et sur laquelle j'insiste beaucoup parce que c'est très important. À un certain moment, après la Révolution, je faisais partie d'un think tank à Paris et j'ai rencontré l'ambassadeur de France à Paris. De Tunisie à Paris, ça m'appelle. De Tunisie, l'ambassadeur de Tunisie à Paris. Un monsieur charmant, qui présente bien, etc. Je me suis fait inviter à l'ambassade. Quand j'aimerais bien venir vous voir, etc., etc.
l'ambassade que je connaissais très bien du temps des grands, qui me ici à Mabrouk. Après la Révolution, bon, du temps de la Troïka, voilà. J'étais bien reçu à l'ambassade. J'ai pris du chocolat, de la maison du chocolat. Je dis, tiens, il a du goût. C'est bien. On a commencé à discuter, puis je lui ai dit, vous savez qui sont vos voisins à côté? Mais je connais les voisins, mitoyens. Le conseil général de l'Île-de-France. Quand on m'a parlé, qui fait je peux les conseils généraux? Vous n'êtes pas obligé de passer par l'État, par le système institutionnel, etc. Les conseils généraux, j'ai fait une expérience avec le conseil général des Bouches-du-Rhône, et on a développé, tu te rappelles, on a développé 17 projets financés par les investisseurs des Bouches-du-Rhône. Écoutez, s'il vous plaît, invitez-les. Et là, j'étais avec un pincement que je dis, c'est pas possible. Un ambassadeur, je suis en train, je suis ingénieur, نقرا في MBA، نعم في MBA، معناها ماشي الباريس يستعمل في فلوس الدولة باش يقرا ان MBA، فهمتني؟ ومش يخممش على الدولة التونسية وعلى الاقتصاد التونسي. J'ai appris par la suite, 2 ou 3 mois après, il a invité le conseil général, alors, la morale de cette histoire, c'est que, vous savez très bien, un ambassadeur, et là, j'ai un illustre ambassadeur, si peut-être d'autres qui sont présents dans la salle, s'il n'a pas la notion des chiffres, et je reviens à César Goulis, c'est très important, s'il ne connaît pas son pays au détail, il a qu'un ambassadeur, mais في سبيتلا شنو اش فما كم افار ما يعرفش في الجن اش فيه كم موزي اللي فيه ما يعرفش موزي كارتاج ما يعرفش موزي دو باتو ما يتسماش امباسادور. Il faudrait qu'il connaisse son pays. كانت عندنا قبل في تونس تحسها في الراديو اعرف بلادك. Très important. Donc le politicien, et là je reviens maintenant à ce qui a été dit par César, par Hassan ou par Sylvie. Il faut qu'il connaisse au détail tout ce qui se passe dans son pays pour qu'il puisse transmettre cela quand il est à l'étranger. Je veux peut-être ajouter quelque chose. Je retire mon chapeau et je salue, c'est pas pour faire plaisir à cette Tchaben, à quelques universités privées. Quelques universités privées, qui ont pris l'initiative d'abord de faire ce genre de table ronde. À l'université, à l'université publique, un débat pareil. Quand on veut lancer un master, je dis, le ministère il ou une commission formée par des gens qui ne connaissent absolument rien. C'est à blockchain, à data analysis, etc. Mais alors que toutes ces nouvelles techniques de communication, tout le data science, très important, vous en avez parlé, c'est Hassan, c'est que c'est les universités privées qui sont en train de le faire. Et là, je salue César Tchaben pour cette initiative que je trouve très très intéressante. Moi, tous les matins, quand je me lève, et je me rase la barbe, parce que je me rase tous les matins, je me regarde dans la glace et je me dis, Jamel, comment ce soir tu vas rentrer moins ignorant. Et là, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris, et je rentre chez moi moins ignorant que ce matin. Merci. Donc c'est Khaled. Pourtant, le premier magistrat n'aime pas l'admissable de l'Al-Arqam. Azdin Kharni, je suis un ancien ambassadeur. Je voudrais lui répondre justement. Le problème, c'est que l'affectation des ambassadeurs à l'étranger se faisait parmi les ambassadeurs de carrière il y a quelques années. C'est à partir de l'année 2000 que l'affectation des ambassadeurs se faisait uniquement par choix et en dehors du corps diplomatique. Je me rappelle très bien, en l'an 2000, presque 70% des ambassadeurs étaient hors de la carrière, donc ils n'ont pas cette formation. Et malheureusement, ça continue. Et là, c'est une grave erreur. Parce que l'ambassadeur de carrière est formé, et puis s'il est affecté à un poste, voyez-vous, c'est en fonction un peu de sa formation. Malheureusement, maintenant, les choses ne se passent pas comme
comme il se doit, voilà. وعندي حاجات أخرين من بعد. Voilà, c'est Khaled Belrith, enseignant et fondateur Nard Intelligence, une société d'intelligence artificielle, et mon époux. Merci. Salut tout le monde. Donc, je vais avoir deux questions. Donc, comme elle disait, Khaled Belrith, expert intelligence artificielle, donc docteur et maître assistant aussi en IT et intelligence artificielle. Donc, j'ai deux questions là. Donc, une question que j'avais par rapport à l'intelligence artificielle. Et je pense que ça va plutôt concerner M. Zargoun et Khater les chiffres, ou les deux Z. Vous avez dit, on va parler un peu de Alem, mais bon, ça va être plutôt les réseaux sociaux. Donc, c'est la success story de Estadip, 600 millions. Donc c'est une entreprise tunisienne. Je sais que Mourad dit les success stories les dimanches. C'était le jour où il a vendu. C'est ça. Donc c'était 600 millions. C'est une success story tunisienne qui a démarré ici de Tunis et tout. C'est de l'intelligence artificielle. Par rapport à ça, il y a Meta. Meta, c'est l'entreprise mère de Facebook. Il y a un mois à peu près, elle a conclu à l'amiable une affaire un scandale qu'il y avait avec Cambridge Analytica. Donc Cambridge Analytica, c'est 725 millions. Donc là, l'accord entre les deux. Et Cambridge Analytica, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a aspiré, enfin, elle a acheté de Facebook 87 millions de comptes. Donc les détails de ces comptes-là. Elle a pu, en fait, influencer le vote pour qu'on va dans deux continents différents. Donc il y avait le Brexit d'un côté, en faveur du Brexit, et de l'autre côté, en faveur de Trump. Donc là, c'est de l'intelligence artificielle. Mais pourquoi? C'est à travers de robots qu'on va contrôler l'opinion publique. Ça, c'est vrai qu'en Tunisie... Pas que. Parce que le Brexit et les élections de Trump... Se passer dans des pays où il y a eu des gens qui ont réagi. Mais on ne parle pas des 11 pays où il y a eu des élections, tels qu'au Kenya, par exemple. Tunisie aussi. Bien sûr. Et quand on a dit ça en 2011, entre les deux sessions des élections, on a été traité de fous en Tunisie. Ne l'oublions jamais. Je vous assure que maintenant, l'intelligence artificielle, dans certaines applications, est en train non pas de sonder les opinions politiques. Pire que ça. Maintenant, on est en train de lire les idées des gens. Et ça, c'est une application qui se vend, avec pignon sur rue, etc. Et ça fait partie d'ailleurs des enseignements que nous avons prévus, c'est dans notre MBA. Donc il y a cette notion-là. Il y a aussi, quand on parle de robots qui vont influencer ou aller dans un sens ou influencer l'opinion publique, il y a aussi la notion de le robot Facebook. En fait, robot Facebook, qu'est-ce qu'il va te montrer à chaque fois? Il va te montrer des choses que tu apprécies. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que ça va pas amplifier plutôt les mauvaises ou les choses qui ne sont pas correctes, ou les ragots, ou les choses qui ne sont pas dans le bon sens? Donc ça, c'était la première question. Comment est-ce que vous pensez ce genre de mécanisme, si on peut appeler ça, parce que c'est de l'IA, mais au fait, comment est-ce que l'IA elle va être utilisée et comment est-ce que ça pourrait rentrer comment est-ce qu'on va faire que les politiques ils soient sensibles à ça? Comment est-ce qu'ils peuvent apporter dans ce domaine-là, intégrer ces notions-là? Et comment est-ce que... En tout cas, il y a certainement quelque chose que les politiques ils peuvent faire dedans. La deuxième question, c'était quand M. Zargoun il a fait le plaidoyer contre le populisme, enfin si je peux appeler ça. J'ai expliqué ça. Ouais. Enfin, vous avez expliqué après ça. Je me disais, est-ce que enfin ça moi quand vous avez expliqué par rapport au cas tunisien, je me suis dit que ça ressemblait beaucoup au cas français, au cas américain. Les Américains, ils ont élu un peu Trump. Les Français, ils ont élu quelque chose qui est dans le milieu, on ne comprend pas très bien. Donc, les Italiens.
Les Italiens aussi, ils sont allés de l'autre côté, oui. Mais est-ce que ça, c'est pas plutôt du cyclique? On a essayé, donc on veut essayer autre chose, on veut essayer autre chose, et on veut essayer autre chose. Et c'est comme une mécanique qui va toujours être là pour le politique, que le politique il doit intégrer de toute façon dans son positionnement de toute façon. Je voudrais juste compléter les notions en c'est la singularité technologique et l'Internet total. Les défis que ça pose, ils ne sont pas pris en compte. Vous avez ça à la maison, vous, toute cette intelligence, c'est fatigant. Si Mourad, je crois que vous souhaitez répondre à la question, puis on retourne à la salle, si vous permettez. Les tâches à l'école, c'est des défis nouveaux. Les narkiwa à l'école, c'est des défis nouveaux. Je pense que il est lucide de dire et d'affirmer que nous sommes en phase de gestation et que nous sommes en phase de digestion de phénomènes technologiques et d'avancées technologiques et surtout d'innovation technologique qui évoluent déjà tous les 6 mois. Il suffit qu'un courant politique, qu'un think tank, qu'une partie de l'opinion publique تحاول تتأقلم السياسة الاتصالية نتاعها ولا sa stratégie de communication à un certain modèle pour que déjà ce modèle-là soit désuet. Je prends l'exemple le plus connu, qui aurait pensé il y a 2 ans et demi que TikTok arriverait à ces chiffres-là? Personne, même dans les scénarios les plus roses. Moulay Barka, on va dire un tout petit peu plus philosophique, par rapport à l'enseignement universitaire et par rapport au terme de qu'est-ce qui est nécessaire aux politiques. Alors on a parlé effectivement les compétences, la connaissance. Nzid a quand même la capacité de fédérer, la multidisciplinarité. Bon, l'éthique c'est un gros mot, mais en tout cas, l'éthique, je pense quand même en jetant, en allant faisant un tout petit peu un pas de côté, moi j'aimerais quand même qu'on ne s'enferme pas dans un modèle d'homme politique. Comme il a été dit, ce n'est pas forcément le meilleur juriste qui fera les meilleures lois. Pourquoi? Parce que autant l'expertise est requise, autant on aide à la capacité qui est de fédérer, de prendre de la hauteur, d'intégrer d'autres éléments est important. Donc oui, la compétence, moi, un homme politique, c'est aussi une démarche citoyenne. Et je ne veux pas, et je ne pense pas qu'on doit être enfermé dans l'idée que le sauveur, le meilleur, est forcément un homme politique qui a fait beaucoup d'études. Ce n'est pas le cas, et ça ne doit pas être le cas. J'estime, bien sûr, évidemment, bien évidemment, هذا ما يعنيش وأنه نمشي في التيار هذا الجارف ou cette mode populiste d'aller contre les élites, mais en même temps, je ne pense pas qu'il faille penser que tout le savoir, toute l'intelligence, toutes les solutions sont chez les élites. Il y a aussi des modèles il y a aussi des citoyens, et j'en veux pour preuve, il y a aussi des gens qui ont travaillé sur le terrain. À partir du moment où nous sommes dans un modèle démocratique, il faut bien intégrer que celui qui gouverne doit générer l'adhésion. مادام الكلنا نمنوا بالديمقراطية ونحبوا الديمقراطية مش خاطرها هي أحسن حاجة، هي خاطرها لا موان موفيز دي سوليوشن. راهو رفاهتنا ونجاحنا ما ينجم نجي إلا من ناس تنجم تكون من نخبة ولكن عندها عروقة مع عامة الشعب. وإلا يا سيدي نعملوا لما مع بعضنا ونقول تعرفش كيفاش هذه ديمقراطية فك علينا منها. تعرفش كيفاش أي نعملوا بلان مع سي صادق شعبي. On forme des gens. Dans 8 ans, ils كملوا يقراوا. Dans 10 ans, يدخلوا chef de cabinet. Dans 11 ans, يوليوا وزير. Dans 15 ans, يشد رئيس جمهورية. تولي موافق عجبته سي صادق. موافق ما قالش ليه.
Or, ce n'est pas comme ça. La vie politique, la vie sociale, الحضارات ما تبنيش forcément par des gens bac plus 12 ou bac plus 15. مع نعاود نقول انه هذا ما يدخلش في الشعبويه. انا كي نقول des élites, انا pour moi quelqu'un qui fait partie de l'élite, c'est quelqu'un qui a fait de l'associatif. C'est quelqu'un qui a fait du bénévolat. L'élite du cœur. C'est que pas, bien sûr, mais pas que Rawa. C'est quelqu'un qui est capable باش يدور اي رقعه من رقعه الجمهوريه ويتعامل مع الناس الكل. هذاك زاد سي ليليت، ما جابش ليليت اللي مسكر على روحها في يونيفرسيتي بوبليك ولا بريفي واللي تكونت في ثينك تانك. بيان سور جيدياليز، نعرف الموديل هذا نحلم به، نحلم شخص كيك الشجره، لو فامو ليماج نتاع الشجره اللي عروقها في الارض وتتنفس وتغزر العالم. مي gardons avec beaucoup de lucidité. Ou Hassan, je pense, sera d'accord avec moi quand il aura fini de regarder son mobile. Il est d'accord avec moi que ce n'est pas forcément lui qui a fait les grandes écoles. Le salut ne pourra pas, en tout cas pas automatiquement, venir mener surtout quand on est dépourvu d'intelligence émotionnelle. Entre autres. Merci, c'est Mourad. Si Bassel Torjman. Aslama, merci pour la conférence. Bassel Torjman, journaliste. En 2011, عجبتني اللي قالها رافع لتونسيا الكوفيت لا ولا لو بوليتيك. أما كان ثم حاجة غايبة في المشهد إنه il n'y a pas eu des politiciens. فالجماعة رجعوا يحفروا كروزي دون ليستوار وخرجوا دي رسار كيما الباجي السبسي كيما احمد المستيري كيما شو اسمه هذاك الوزير كان وزير خارجيه بالسبعينات جوبلي. طيب المهم فصمودي لا حتى وقت اخر حبوا يعينوه مرته صغار عمره 94 سنه يعينوه وقتها وزير الخارجيه وما حبوش الجماعه على كيزي من تطيح الاقدام. لا سيدي احمد لا خاطي سيدي احمد واحد اخر جو بارلي دان اوتر حتى نتفكر اسمه جست اي بوي ان 2011 الشعب التونسي بدا يكتشف في حريه التعبير والديمقراطيه وابتدا جدي بيان صناعه ما نسميها انا هي الضحك على الشعب التونسي بكذبه الديمقراطيه التمثيليه. شاهدنا المهازل في المجلس التأسيسي وشاهدنا قانون انتخابي يعتبر مثال في التحيل. بار اكزومبل وانا مانيش باش نحكي في الاسماء، فما عضو في المجلس النواب هذايا اللي تم حله الغائه عليه 24 قضيه شيكات سون بروفيزيون كانت موجوده في مجلس النواب وكان محميا ولجنه شو اسمها هي هذيك الحصانه. On va pas parler de tout ça ولكن اليوم نحكيو على نوبل كومبيتونس دو سيونس بو. فما موضوع مهم برشا نتصور هو هل نريد ناس نعلمها بماذا تفكر ولا تطلع كيف رافع ضميم على خاطر نحن اون ايتي دون اون جينيراسيون وفي مجموعه واحده تعلمنا كيف نفكر. خاطر بماذا هي اللي قادت للكوارث هذه الكل اللي نعيشوا فيها. قادت انه فما لونو اوروبيان والولايات المتحده الامريكيه اقرت ان يكون لدينا ديمقراطيه يضحك عليها العالم لتكون لا دوزيام ليبان. ثم حاجات العقل التونسي ما يحبش يقبلها على خاطر العقل التونسي يرى في روحه انه هو الديباس تو الموند والناس الكل حاسدينه. ونحن كان عندنا اول كعبه فريكاسيه في التاريخ وكان عندنا اول صحن كفتاجي. هذه المنطق منطق العاجزين، الناس اللي عايشه في التاريخ مش عايشه في الحاضر وما تراش المستقبل. الناس هذوما تعدات حكايه اللي هي حكايه لي كونتونير نتاع لي ديشي ايطاليان لتونس. يعني اصلا هي ما جاتش من فراغ على خاطر كان مطلوب ان ديمقراطي كيما لبنان كيما ريبوبليك بنانيه باش تكون تونس محط لكل قاذورات. كان مطلوب انه بعد ما تسكر تطريق موريتانيا لتهريب المخدرات الى اوروبا ان تكون تونس هي لا بلاتفورم.
هذايا الكل عملته الديمقراطية المزيفة اللي حبوا يقنعوا الشعب التونسي إن هي ستقودهم من القمع إلى الحرية. فما حاجة باش نثبت فيها أنت وسي جمال. تونس عاشت استشراس بوليتيك من نهار 13 أوت 92 حتى سقوط نظام بن علي، مش هكا 13 أوت 92. أنا مازلنا نحن حيين ونتفكر. اليوم الناس اللي تحب تشارك في صناعة مستقبل تونس ما طرحتش الأسئلة الكبيرة اللي هي ال10 سنين هذوما اللي تعداو على تونس. شنو كان مطلوب من ديمقراطية مبنية على الكذب، مبنية على تزوير الحقائق، مبنية على صناعة رأي عام يتم التلاعب به. من أجل ماذا؟ يعني هل كانت أوروبا والولايات المتحدة، وخذوها هذه مسلمة، ليست معنية بوجود ديمقراطيات حقيقية جنوب المتوسط؟ الديمقراطية الحقيقية بالنسبة لها تقف في إسرائيل وهي ديمقراطية عنصرية، وباقي ما تبقى عليكم أن تكونوا ريبوبليك بانانيير، نعملوا فيكم اللي تحبوا برا، حكموهم، قولوا بعضكم. وبالتالي اليوم السؤال مهم، هل سيكون لدينا النوفيل كومبيتونس تفكر كيف تفكر أو بماذا تفكر؟ إذا بماذا تفكر باش نعاودوا نكرروا نفس المهازل اللي عاشتها تونس إلى يوم الناس هذا. وشكرا. كان كلمة صغيرة. نرى aussi il s'agit de la science politique, pas de la politique. Bien sûr, on fait un petit dérapage, c'est pas grave, mais on fait de la science. Il y a des compétences qui est la science politique que nous devons maîtriser. Première question. La deuxième question, est-ce qu'on peut prévoir ce qui va venir? C'est difficile, mais il faut le faire. On l'a fait dans toutes les sciences. Une science sert à ça. L'homme de science ne fait pas qu'interpréter le phénomène qui a déjà existé, qui passe. Il doit pouvoir effectivement prévoir. Dans cette faculté, je vous remercie d'être venus tous. Est-ce qu'on peut faire des formations de très haut niveau pour des gens qui ont déjà fait des formations dans plusieurs autres disciplines? Peuvent être des économistes, des experts comptables, des informaticiens, des juristes. Est-ce qu'on peut former ces gens-là? On leur donne des outils pour pouvoir non seulement analyser, maîtriser le phénomène, aider le pays à dire voilà, c'est la chose au moins importante. C'est même avec les scénarios. Avec ces Rafa, on a imaginé un biais. C'est une formation transdisciplinaire. Et moi ici, j'ai la faculté d'ingénierie et j'ai la faculté de droit et d'économie. Et mon souci était toujours de pouvoir demander à nos ingénieurs dans l'intelligence artificielle de faire des applications sur la vie juridique, la vie politique et la vie économique. Nos jeunes ingénieurs qui sont en train de préparer leur mémoire, on a 4 ou 5 mémoires dans ce domaine-là. Comment pouvoir effectivement faire ces applications, non seulement pour connaître la vie, pour manipuler, mais aussi parce qu'on a prévoir intérêt tous dans un pays quelconque, pas seulement la Tunisie, on a intérêt à connaître, comme on connaît plus ou moins l'évolution économique, on doit connaître l'évolution politique pour une meilleure stabilité. Je me rappelle quand on était à la faculté, juriste et économiste, la faculté de campus, on se disputait. Et moi je leur ai dit que vous pouvez faire le développement économique, vous ne pouvez pas faire le développement économique sans faire le développement politique. Parce que c'est la politique qui détermine tout. Bien sûr, c'est le cadre institutionnel, ce sont les règles. C'est extrêmement déterminé. Ça ne veut pas dire qu'avant 2011, on était bien. Il y avait de la stabilité, mais c'est une stabilité artificielle. Elle n'est pas consensuelle. Et le mot-clé dans la science politique, c'est toujours le consensus. Comment développer dans un pays un consensus, c'est-à-dire rapprocher les valeurs. La c'est le compromis. Ça, c'est autre chose. Faire un compromis après avoir. Ça, c'est différent. Le consensus, c'est avant le compromis. C'est le rapprochement des valeurs. Comment que sont des très anciennes valeurs américaines, Almond and Paul, sur la culture politique, Robert Dahl. Robert Dahl, par exemple, il a classé les sociétés selon le niveau de consensus. Il parle de sociétés consensuelles et sociétés non consensuelles. Et dans les sociétés non consensuelles, vous ne pouvez jamais faire de la démocratie.
Une ouverture dans une société consensuelle, ça veut dire une bagarre, une crise interne. Donc tant qu'il n'y a pas un rapprochement, tant que vous avez l'extrême droite et l'extrême gauche, vous ne pouvez pas marcher. Il faut qu'il y ait un grand centre. Sans qu'il y ait ce grand centre en termes de valeurs, de choses communes, vous ne pouvez pas faire une démocratie. Et c'est ça la prédiction. Il faut dire que telle société, avec telles caractéristiques, il lui faut tel type de constitution et tel type de loi. Voilà, je vous remercie. Merci. Une minute pour chacun. On va prendre 3 questions. Monsieur, s'il vous plaît. محمود جديدي مدير برامج مركز البحوث والدراسات البديله. الاختصاص نتاعي فلسفه. نشكر سي رافع معناتها على هذه الدعوه، كذلك شرف كبير ان نقرح قدام الحضور الكريم وخاصه سي صادق. جست في الاتجاه اللي قالوا توا سي صادق معناتها يعني التدخل بتاعه الاخير اللي يرجعنا للتام اللي جينا عليها. بالنسبه لو سالت اي اكاديمي هنا نفس الشيء زاد يتشكلك من ظاهره الخبير اللي كان تشوفوا تسمعوا بها معناتها نلاحظوا ديما في التلفز وفي البلاتوات خبير مختص في الشؤون الايرانيه، الاخر خبير مختص في الشؤون الليبيه الى غير ذلك. تسال اكاديميين يتشكوا من هذه الظاهره زاده. لو حتى تسال استاذ تاع تعليم ثانوي عادي تلقاه يتشكلك من ناس اخرين يقريوا في الليتود وهو تلقاه باك وتلقاه كذا، ومع وجود النجاعه او الناس هذيك. يعني نقول لكم علاش بالضبط. لو تسال حتى طبيب نفساني طب نفسانيين يتشكوا لك من لي كوتش تاع التنميه البشريه واللي هما معناتها اختصاصات موازيه، ولكن ثم النجاعه زاده. ما نجمش نذكر النجاعه نتاع ذاك الكل. انا بالنسبه لي هذا نشوف حاجه ما ذكرتش قبليك، اللي ثم انتقال من مناخات عموديه. اذا احنا نتحدثوا برشا على التغيرات المناخيه والبيئيه غير ذلك، لكن نربط ثم ايضا تغيرات مناخيه اخرى في المناخ القيمي. ان شئنا العالم يشهد تغير من القيم العموديه الى القيم الافقيه. اذا نحن ولينا نحكي ياسر على الديمقراطيه التشاركيه، على التضامن، على العمل المشترك، كل هذه هي مناخات جديده. مشكله المنظومات القديمه انها بقات محافظه على الشكل العمودي، بينهم حتى مشكله مثلا التربيه والتعليم. رغم نحكيو على التلميذ يبني في المعلومه مع استاذ وذلك، لانه تطبيقيا ما زالت المناخات العموديه، وهذه اللي عملت العلاقات المتوتره والمتشنجه. هو انه بين منظومات سائده لا تزال هي مسيطره تعتمد توسكي عمودي، وبين عالم جديد يفرض نفسه قيم جديده هي قيم الافقيه اللي حاب نسميها. عندي مقترح في هذا الاطار اللي عجبتني الكلمه اللي قالها سي رافع، اللي هي مساله قلت لو صحت الترجمه الافراط في الاختصاص. يعني المساله الاكاديميه ذي ولات فيها حتى وصلنا لمساله الافراط في الاختصاص. خلى قطيعه بين الاكاديمي المختص وبين الواقع نتاعو. في الاطار هذا نقترح على الجامعه وعلى سي صادق استحداث ماده جديده نجم نسميوها استبطان القانون. ديجا حكيت فيها انه سي رافع بالفرنسيه يظهر لي ترانسبكسيون اوكي دو لا لوا باهي اوكي انا كتبتها لانتروسبكسيون دو لا لوا سي سا. او نجم نعطيها اسم ابستيمولوجيا القوانين. يعني الماده هذه من شانها ان ترجع الهارمونيه ذاك اللي حكيت عليه قبل سي صادق بين هويتنا وبين القوانين، حتى يقع استبطانها باش ما تظهرش هي قوانين وكانها مسقطه. انا مره في حديث مع سي شوقي قداس اللي هو معناتها رئيس الهيئه نتاع حمايه المعطيات الشخصيه في كونفيرونس كيما هكا، قال انه القانون هذا الناس رفضته. قال اعترف انه ما نجحش معناتها في ان يجعله مستبطنا. حكيت معاه انا في البودكاست قلت له كان جيت كيفك مثلا نولي نستعمل نقول لهم راهو ذا هو سي ربي بقى لنا الستر معناتها حمايه المعطيات الشخصيه هو بيد ربي بقى لنا الستر. هكا ترى كيفاش المواطن يستبطنه. اذا لو
اتيحت لي فرصه اخرى نجم نحكي حتى على منهجيه في استحداث الماده هذه. Je crois que ce matin nous avons longuement parlé du phénomène du populisme. C'est Hassan a développé donc ou a explicité les raisons ayant été à l'origine de la montée du populisme en Tunisie. Je voudrais appeler l'attention sur un ouvrage extrêmement important sur le sujet. C'est un livre qui est paru en 2019, dont l'auteur est un Italo-italien, s'appelle Giuliano De Ampoli. Et le titre de cet ouvrage est non, Les ingénieurs du chaos. Et dans ce livre extrêmement important, il analyse les causes de la montée du populisme en Italie. Donc à partir de la moitié des années 90 jusqu'à la création du mouvement Les 5 étoiles, puis la Ligue du Nord. Donc dans ce livre, il y a une analyse très très pertinente des causes de ce phénomène et il brosse aussi donc, le portrait donc, des acteurs politiques en Italie, Salvini, etc. Juste une remarque à propos du phénomène du populisme. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Si vous pouvez abréger... Oui, exactement. Bonjour tout le monde, merci pour la prestigieuse maison, pour l'invitation. C'est Rafa, Dr. Rafa, merci. Alors, je m'appelle Marcin Varsala, je suis un CEO d'un think tank. Et nous faisons ça, c'est l'Institut tunisien pour les études de la paix et du conflit. Alors, dans le vif du sujet, c'est ça notre شنو نجمو نعملوا أنا في MBA تاع sciences politiques توا في تونس. فات حق ربي ما نشوفش يصلح لنا برشا l'intelligence artificielle, le big data وكل. Nous sommes d'ailleurs trop loin. Peut-être bien كما قال سي رافع نرجعوا شوي le profil تاع l'étudiant تاعنا خاطر le niveau تاع l'enseignement déjà بعيد شويه تويكي. Alors نرجعوا ساعه on remplit un peu les lacunes الموجودين ساعه في البروفيل تاع l'étudiant. OK. ومن بعد اللي نحاولوا نحسنوا لا سيمولاسيون تاعو القابليه نتاعو اكسيتيرا للفهم ومن بعد اللي حق نجموا نمشيو vers l'avant على خاطر زاد on doit aussi penser employabilité. À quoi ça sert en fin de compte الانسان قاري sciences politiques? Est-ce qu'on deviendra tous des présidents, tous des ministres, tous des députés? C'est pas ça. Alors on doit penser aussi employabilité. يعني واحد من الناس كي قريت بعد كي كملت j'ai forgé mon chemin وحدي. Alors il n'y a pas vraiment une voie. ما كنتش تقرا سيونس بو alors باش تولي un politicien. Voilà. سامحني je m'excuse. Alors les sciences politiques ça revient au projet nation. شنو تحب تعمل بيه؟ deviendra un diplomate, il deviendra un traceur de politique publique, alors il faut penser à ça. Bon, si Rafa il a cité une rencontre avec un ministre, je vais citer une rencontre avec un ministre aussi, c'était en 2016, je m'en proche c'était un ministre de l'économie, c'était une réunion des ministres de la Méditerranée. Alors, la réunion des ministres de la Méditerranée, c'était dans un pays à l'étranger. J'étais à ce moment-là encore étudiant. Voilà. Les autres, tous, on était pratiquement une sélection, on était 11 personnes. Alors quand les autres délégations accueillaient les étudiants, alors vraiment, est-ce que nous sommes accueillants pour nos étudiants? Est-ce que nous sommes... Alors il faut vraiment chercher cette relation avec l'IDARA ou l'étudiant au niveau gouvernement. Ce sont nos futurs diplomates, ce sont nos futurs décideurs, alors il faut aussi travailler sur ça. Et finalement, bien sûr, franchement, pour un tel MBA, il faut adopter une autre vision. Alors, je pense qu'il faut envoyer vos étudiants au voyage, étudier ailleurs.
En Tanzanie, j'ai rencontré une fille, c'est très récent, hein. Elle a 24 ans, elle est aussi étudiante à Stanford, en Amérique. Elle parlait 4 langues, elle a déjà vécu une année au Brésil, où elle gagnait déjà de l'argent et elle jouait un rôle et elle est aussi étudiante. Merci, Si Mohsen. Oh, On est obligé de faire passer la parole à Madame Torjmen, ensuite Monsieur Mohamed. Bonjour, alors je me présente, Salma Torjmen. Je voudrais commencer par remercier tous les intervenants et dire que une petite remarque, bien que ce panel soit très intéressant, c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de représentation féminine quand même. On a 4 messieurs et aucune experte, c'est une petite remarque. Les animatrices sont filles. Oui, nous on a invité tout le monde à part égale. Oui, mais malheureusement. Hein. Ça reflète aussi la politique et la représentation de genre dans la politique. Sinon, je vais me présenter, faire brièvement un summary de mon cursus. Et je suis une personne qui a eu un cursus très interdisciplinaire, pluridisciplinaire si on peut dire. Donc, j'ai fait des études en langue anglaise en Tunisie, puis en relations internationales. J'ai fait un double diplôme en Italie en développement économique. Puis j'ai atterri au Collège d'Europe pour un postgraduate degree en études interdisciplinaires européennes. Et sur le plan professionnel, j'ai fait du touche-à-tout, donc de la communication, de la recherche en politique euromède, de la recherche en stratégie politique, du management, du journalisme. J'ai vraiment fait le tour. Et étant une personne assez jeune qui a eu un cursus interdisciplinaire, il y a 2 petites choses dont je voudrais parler de par mon expérience. On te recrute si tu veux. Avec plaisir. On peut en discuter. Alors maintenant, là tout de suite, je fais de la recherche pour le think tank du Parti social-démocrate à FEPS, à Bruxelles. Et je vais passer sur un nouveau projet donc, de diplomatie culturelle avec l'UE à Bruxelles, le projet Culture Moves Europe. Et de par mon expérience, moi j'ai eu un cursus interdisciplinaire, pas par choix, mais par hasard, très honnêtement, parce que ça n'existait pas. Mais vu que j'étais curieuse, j'ai navigué, j'ai essayé de taper à plusieurs portes et j'ai fini par avoir un cursus interdisciplinaire. Par contre, quand je suis arrivée au Collège d'Europe, ce qui m'avait surpris, c'est d'avoir un postgraduate degree finalement où on s'attend à avoir toute la promotion qui vient d'un background en sciences humaines et sociales. Et je me suis retrouvée avec des ingénieurs, avec des économistes, avec un musicien qui a décidé de finalement, après une carrière en musique, de faire des études en politique pour justement travailler dans la politique culturelle. Et là, la question qui me vient à l'esprit, c'est quand on développe des cursus interdisciplinaires ou pluridisciplinaires en Tunisie, comment on va changer les mentalités pour avoir un public cible plus large? Parce que je vois très peu de musiciens ou d'étudiants en cinéma qui vont venir faire un MBA en sciences politiques. Or, je pense que ce serait le plus apte à travailler dans la diplomatie culturelle. Ceci est un exemple parmi d'autres. Comment on peut cibler des ingénieurs, parce que je pense que les ingénieurs sont les plus aptes à travailler sur les politiques écologiques. Et là, c'est une question qu'il faudrait vraiment adresser. Un autre point, c'est que je pense que ce domaine-là, les données, elles changent de jour en jour. Et moi, ce qui m'a le plus servi, c'est ni mon quotient intellectuel, ni mon quotient émotionnel, mais mon quotient d'adaptabilité. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Donc quand on forme des étudiants en sachant qu'on ne sait pas comment la scène politique, la scène économique, la scène globale sera dans une année, 5 ans ou 10 ans, qui a une capacité de changement qui est incroyable et imprédictible, il faudrait réussir à surtout amplifier leurs soft skills et leur capacité à s'adapter au changement pour pouvoir naviguer. Et du coup, je pense que ce serait ça le point fort sur lequel il faut vraiment mettre beaucoup de focus. La prochaine fois, peut-être. Merci. Donc, on cède la parole à Monsieur Mohamed. Ça m'a fait tout d'abord, je vais remercier les intervenants parce que c'est un bouquet à la base qui est bien fait, quoi, bien pensé, parce qu'il y a une complémentarité entre les différents discours.
je suis tout à fait d'accord que les chiffres sont indispensables, sont plus qu'indispensables, sont fondamentaux au niveau de la prise de la décision politique. Ça, sauf que les chiffres à eux-mêmes ne suffisent pas. Donc c'est indispensable, certes, mais il y a d'autres disciplines. Justement, le sujet sur lequel on est invité à discuter, à débattre aujourd'hui, il est justement sur la réflexion de quel enseignement prioritaire on doit axer la recherche, enfin les enseignements, la transmission d'un certain savoir prioritaire. Je veux aussi dire un petit mot sur la question médiatique. Et ce qui m'a inspiré Mourad tout à l'heure, c'était vraiment un discours qui est très riche parce que tout de suite, il donne tout de suite l'inspiration devant cette anarchie avec les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est le mot d'ordre, c'est le rôle des médias. En collaboration, justement, c'est ça, je pense que vous avez bien fait que ce soit, de concocter ce débat et mettre le média ici présent fortement, parce que l'homme de média doit être le transmetteur doit être dans le nœud de la connaissance, parce que s'il n'y a pas ce recul, on retombe souvent dans l'anarchie médiatique, il n'y a pas de priorité, on ne peut pas canaliser, etc. Je vais revenir sur tout à l'heure en 2 mots, parce que j'ai pratiquement conclu, mais je vais revenir sur le sujet. En fait, c'est ça, tout à l'heure, il a évoqué la première question, celle de l'impact de la décision politique sur le besoin de recherche scientifique, sur le besoin de quelle discipline faut-il pour répondre et s'adapter à cette décision politique extrême. Donc ça, c'est la vraie question. Je pense que Siraf a bien répondu à cette question avec la question de l'interdisciplinarité. Vous avez été pratiquement, c'est-à-dire, il y a une partie de cette réponse, c'est la recherche sur le moment, c'est-à-dire le moment présent à travers la géographie, à travers la géopolitique. Donc, ce qui se passe en Italie, vous l'avez bien donné comme exemple, il impacte directement l'agriculteur tunisien. Donc, sauf que je vais rajouter une petite chose, c'est qu'il y a aussi une importance. Ça a été évoqué tout à l'heure dans la salle, l'importance de l'histoire, des séquences historiques qui sont très importantes, parce que la décision politique doit, comme on voit dans l'histoire de la Tunisie, souvent on passe à côté de la bonne décision politique parce qu'on analyse mal ce qui se passe sur le plan historique. On analyse mal le contexte du GATT, l'évolution dans les années 60, par exemple. Ça n'a pas été adapté, les décisions politiques n'ont pas été adaptées à l'évolution, l'élargissement du système des échanges internationaux, par exemple, et etc. Merci, Mohamed. Donc voilà, j'ai fini, et je dirais que les relations internationales qui se rajoutent à la géopolitique pourraient aussi donner un impact direct sur les priorités des enseignements dans une université qui se veut dynamique. Merci. Merci, Si Mohamed. Je souligne quand même rapidement que Si Mohamed est historien spécialiste de l'histoire économique contemporaine et qui nous fait l'honneur de nous offrir 3 de ses ouvrages, dont le dernier, Économie et relations internationales en Tunisie, Histoire et mutations nouvelles. Donc merci beaucoup pour ce précieux cadeau qui enrichira la bibliothèque de Polytech International Group. Et je cède la parole à Dr Rafa, puis ensuite à Professeur Sadr Chaben pour conclure. Merci. Je vais retenir un terme aujourd'hui qui est décrypté. Décrypté, c'est le terme, à mon avis, qui explique tout, parce qu'on va former des gens qui vont essayer de tout décrypter, à travers tous les univers, que ce soit l'univers géopolitique, stratégique, historique,
mais aussi les nouveaux univers qui se créent, tels que par exemple les médias, l'intelligence artificielle, tous ces mondes qui sont en train de se créer autour de nous. Et si un politique voudrait que la Tunisie regarde le lendemain, il faut absolument qu'elle réapprenne à naviguer. Vous savez ce que j'enseigne à mes étudiants le premier jour quand ils viennent pour faire géopolitique? Je leur dis la Tunisie a été 2 fois une puissance mondiale. 2 fois seulement dans son histoire, ce qui est déjà énorme. Lorsqu'on a été d'abord des Carthaginois, nous n'avons pas habité les terres, nous avons habité la mer. Et la deuxième fois, c'était sous les Obeïdites, lorsque nous avons été à l'origine de la création de l'un des plus grands empires au monde, l'Égypte. Ils sont partis de Mahdia, encore à notre bord. Or maintenant, nous avons énormément d'océans dans lesquels nous devons aller naviguer. Intelligence artificielle, médias, chiffres, géopolitique. Et nous allons former des politiques qui sont capables de naviguer. Ça veut dire quoi naviguer? Ça veut dire tracer la voie que les autres ne voient pas encore, mais que seul un timonier peut comprendre. L'autre terme que je vais retenir, qui va être un peu notre leitmotiv dans cet enseignement, c'est la pluridisciplinarité. Nous allons, comment dire, mettre en valeur les ressources de chacun. Vous savez, quand j'étais en Italie, j'ai remarqué un truc, c'est que ceux qui vendent le marbre en Italie sont tous des architectes. Pour vendre le marbre en Italie, il faut d'abord être un architecte. Pourquoi? Parce qu'on leur dit que c'est les seuls à voir une très très belle ramure dans une pierre qui est encore poussiéreuse. Et c'est en la grattant, d'une certaine manière, qu'ils la font valoir. Apprenons à valoriser ce pays-là en essayant de comprendre quelles sont ses ressources, uniquement à partir de ces ressources. Et bien sûr que dans cet enseignement, ne n'allons pas faire de l'IA qui va concerner par exemple les grandes entreprises aux États-Unis, ça ne nous concerne pas. On va essayer de contextualiser tout le savoir pour pouvoir résoudre des problèmes qui sont déjà contextualisés. Dernier point sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Vous savez que la géopolitique est une science qui ne s'enseigne pas dans tous les pays. Il y a même des interdictions imposées par certains pays pour qu'il n'y ait pas d'enseignement géopolitique. On a cette ouverture grâce justement à la démocratie. Et lorsqu'on sait que certains écrivent à travers le monde ce qu'ils sont en train de préparer pour notre région, pour notre pays. Tout à l'heure, Simer Gaïd a souligné l'écrit de Zbigniew Brzezinski, The Big J-Sport. On ne peut pas faire de politique en Tunisie si on n'a pas lu ce livre. On ne peut pas faire de politique. On ne va même pas comprendre ce qu'ils sont en train de préparer dans toute cette région. Tout à l'heure, on a parlé de construction de ce pays, de reconstruction de ce pays, de rénovation de ce pays. Eh bien, construisons ce pays tout en sachant ce que nous sommes capables de faire à travers ces ressources humaines que nous allons former au sein de ce MBA. Mais surtout, comprenons ce qu'on est capable de faire par rapport à tout l'environnement de notre pays. Ce que nous vous promettons, c'est d'avoir les meilleurs profils pour enseigner, parce que justement, nous ne voulons pas former des hommes politiques dans la conception actuelle. Nous voulons former des hommes politiques et des conseillers du politique pour la période à venir, qui sera nécessairement une période de reprise pour notre pays. C'est un pays résilient. La Tunisie a toujours été un pays résilient. Je vous remercie. Merci, Sina. C'est Cédric Charbet. كلمة شكر لكم الكل. الله فيكم اللي جيتونا بعض أصدقاء وزملاء خدم وسياسيين وأكاديميين، بارك الله فيكم. ونحب نشكر الإخوة الضيوف المحاضرين، سي حسن، سي مراد، سي رافع معانا هذاك ماهوش ضيف يعني، هو اللي نظم، هو اللي إن شاء الله باش يكون عُهدت له الكلفة بتنظيم الMBA. نحب نشكر روضة ونشكر شامة على التقديم، ونحب نقول كلمة برك sur l'MBA lui-même, comme pourquoi on l'a conçu. On m'a demandé depuis longtemps de faire de la science politique ici, j'ai refusé. Maintenant, j'ai accepté, après comme 10 ans d'avancement de cette université, de faire de la science politique, je mettrai le terme science entre guillemets,
je souligne, par un MBA. C'est pas un master, non, c'est pas un cursus classique, pas du tout. C'est un MBA qui serait à peu près 160 heures, modulable. On voudrait tout simplement enseigner des compétences pour des économistes, pour des juristes, pour des ingénieurs, pour des gens qui sont auto-formés dans n'importe quel domaine, donc pour des géographes, pour des sciences de les langues. Donc on veut juste donner un faisceau de compétences. Alors ce faisceau, on l'a construit maintenant. Il s'agit d'abord du cadre institutionnel qui est important. Il faut enseigner le cadre institutionnel dans lequel nous vivons, le cadre institutionnel juridico-institutionnel, le cadre lui-même. Ensuite, enseigner les réseaux. Il ne faut pas faire de la politique, comprendre et agir sur le futur politique sans connaître les réseaux. Il faut bien maîtriser les chiffres. Et les chiffres, ça c'est un monde. Et les chiffres pas seulement nationaux, le comparatif. Il faut toujours comparer. Il faut toujours se positionner. Il faut toujours suivre ce qu'ont fait les autres, pourquoi ils ont avancé, comment ils l'ont fait pour l'avancer. Donc on va faire les chiffres. La géopolitique, très important. La géopolitique, ou bien la géographie interne, ou bien la géographie plus large, politique. On va enseigner le campaigning, comment mener une campagne électorale, comment élaborer un programme politique. Un programme politique, c'est pas facile, faire un programme. Puis on va enseigner quoi encore? Le management des partis, comment organiser un parti. C'est une science pour organiser un parti politique. Donc tout ça sont des compétences. On a choisi maintenant un faisceau. On va commencer avec ce faisceau après les 160 heures, je crois, 160 heures. Quelques compétences qui sont données par des professeurs qui sont restés malheureusement juste à la dernière chaise là ici. Et ça va évoluer, ça va changer. Et en fait, dans ces genres d'MBA, à la fois on est professeur et apprenant. Et on apprend ensemble. On apprend ensemble. Bien sûr, on va inviter des spécialistes très variés. Et chacun peut intervenir sur un point très précis. Donc c'est comme ça qu'on veut faire on va donner des compétences nouvelles à des gens qui le veulent. Et nous formons ni les présidents de la République, ni des ministres, ni rien du tout. On donne juste des compétences pour les gens qui veulent. Je me rappelle deux anecdotes parce que ça a été évoqué, je crois, une question qui me dit comment devenir président. Quelqu'un qui est venu me voir il y a 8 ans, je crois, un homme politique connu, il venait me dire qu'il m'a conseillé de venir vous contacter pour voir comment je peux devenir président. Je lui ai dit, si je sais comment devenir, j'aurais fait pour moi-même d'abord. Je ne vais pas vous donner la solution. Donc, bien sûr, il y a des gens qui sont ambitieux, qui veulent. Et ça devient effectivement une science, mais l'objectif fondamental derrière ce biais, et on va l'introduire dans la recherche, d'abord on a des élèves d'ingénieurs qu'on voudrait inclure pour appliquer l'intelligence artificielle dans un but de métier, pour qu'ils puissent vivre de ça. C'est une application très importante qui est méconnue en Tunisie. Mais l'objectif pour moi, il n'est pas caché, il est réel. Est-ce qu'on peut avoir en Tunisie des gens qui peuvent prévoir ce qui se passe là? On ne fait pas de la politique, on fait de la science politique pour aider les gens à mieux gouverner, à mieux agir, à éviter de payer certaines crises, certains blocages. Et ça, c'est une science. C'est une science. Je me rappelle, je crois que vous avez évoqué Brzezinski tout à l'heure, le grand géostratège. Moi, j'ai lu son ouvrage, Le Grand Échiquier. Le Grand Échiquier, effectivement, je l'ai vu en français, Le Grand Échiquier. Lui, il a parlé de l'Ukraine et du conflit entre l'Ukraine et l'OTAN. Il a dit que l'OTAN doit pratiquement s'arrêter au milieu de l'Ukraine. Parce que, tout simplement, pour des raisons orthodoxes et catholiques. Il a dit que les orthodoxes ne peuvent jamais se départir de l'Empire russe, sont des Russes. Et donc, mais l'OTAN doit, il parle de la transatlantique, l'Amérique jusqu'à le milieu de l'Ukraine. Et nous vivons aujourd'hui cette guerre, une guerre qui est essentiellement d'identité, en fait, d'identité et d'appartenance. Chacun veut avoir une appartenance. Il est beaucoup plus pro-russe que pro-ukrainien. Voilà, je vous remercie encore une fois. Ouais, merci.